Et bonjour tout le monde, chers abonnés, chers internautes, très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, nous allons aborder un sujet qui est d'une très grande importance pour ceux qui font de la télédétection. Aujourd'hui, nous allons parler d'un indice très utile aujourd'hui dans le domaine de l'agriculture, ou bien l'environnement, la foresterie, ou bien même la gestion durable des ressources naturelles. Donc l'indice est appelé l'indice NDVI. On va essayer de voir c'est quoi l'indice NDVI, surtout l'importance de l'indice et dans quel contexte il faut surtout l'utiliser et comment l'utiliser correctement, convenablement. Donc déjà on sait que la télédétection ça nous permet d'observer, ça nous permet d'analyser tout simplement la surface de la Terre à partir des données des satellites ou même des simples capteurs, voilà, aéroportés, portés par des appareils comme les avions. Et parmi les nombreux indices qui sont développés pour aujourd'hui exploiter les images satellitaires, il y a évidemment l'indice NDVI. Bon, c'est un peu anglophone là, Normalized Difference Vegetation Index. Mais nous les francophones, on va dire tout simplement l'indice de végétation par différence normalisée. Donc cet NDVI qui est un indice spectral, ça va nous permettre d'évaluer la présence ou bien la densité ou même l'état de santé de la végétation. À partir de quoi? À partir des propriétés de réflexion de la lumière par les plantes, par la végétation. Et donc, cet indice-là, aujourd'hui, ça nous aide beaucoup pour le suivi des cultures agricoles ou la surveillance des forêts ou même la lutte contre la désertification. On peut aussi l'utiliser dans l'étude des changements environnementaux, le suivi des sécheresses, on peut parler de quoi encore, par exemple, les impacts du changement climatique ou la gestion des ressources naturelles. Donc, cet indice-là, aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer dans beaucoup de situations. Donc, l'indice, c'est un indice numérique qui est calculé à partir de deux bandes spectrales. La première, c'est la bande rouge, la bande red, et la deuxième, c'est la bande infrarouge. Donc, on va faire le rapport de la différence entre ces deux bandes par leur somme. Voilà. Donc, l'infrarouge moins le rouge divisé par l'infrarouge plus le rouge. C'est comme ça que ça se passe. Et pourquoi ces deux bandes? Parce que l'infrarouge nous donne la réflectance qui est dans le proche infrarouge et le rouge nous donne la réflectance de la bande rouge. Et quel est le principe scientifique de cet indice? Déjà, on vous a dit, ici, il s'agit du comportement spectral de la végétation. Pourquoi ça? On sait déjà que les plantes présentent un comportement vis-à-vis de la lumière. Les plantes ne restent pas intactes face à la lumière. Et dans le rouge, le pigment, il y a un pigment qui est dans les plantes qu'on appelle la chlorophylle. Très important, c'est pas pour rien qu'on dit les plantes chlorophylliennes, les plantes qui sont capables de fabriquer leur propre nourriture grâce à ce pigment qu'on appelle la chlorophylle. Donc la chlorophylle là, ce pigment là est capable d'absorber fortement la lumière rouge afin de réaliser la photosynthèse. C'est la photosynthèse même qui est le processus par lequel les plantes utilisent la lumière pour fabriquer leur nourriture. Et donc la chlorophylle là, a fortement besoin de la lumière rouge. Par conséquent, on aura une faible réflexion dans le rouge. Et dans la même situation, au niveau de l'infrarouge, cette fois-ci, les cellules internes même des feuilles, c'est eux qui vont réfléchir fortement l'infrarouge. Par conséquent, qu'est-ce qui va se passer? On aurait cette fois-ci une forte réflexion dans l'infrarouge. Donc, quand vous prenez une végétation qui est saine, vous allez avoir dans le rouge une faible réflectance. Mais dans l'infrarouge, vous allez avoir une forte réflectance. Donc, les deux ne seront pas réfléchis de la même manière. Et c'est là que l'indice NDVI nous aide. Parce que l'indice NDVI devient alors élevé dans une telle situation où la végétation est saine. Donc le NDVI, ça permet d'identifier la végétation.
Identifier, c'est-à-dire différencier la forêt, les cultures, ou bien la savane, ou bien les sols nus, ou là où il n'y a pas de forêt. Par exemple, les zones comme les plans d'eau. Voilà. Et avec ça, on va évaluer la santé de la végétation. Parce qu'on vient de le dire, pour une forêt saine, le NDVI serait élevé. Cela veut dire que la végétation est vigoureuse. Donc, avec ça, on peut suivre l'évolution des cultures. Oui, le rendement agricole, le suivi des campagnes agricoles, la sécurité alimentaire, ça aide beaucoup. Et aussi, on sait qu'il y a des zones de déforestation, donc ça permet de suivre la déforestation. Voilà. Il suffit de comparer plusieurs dates. Et avec ça, vous allez voir les différences. Vous allez voir si vous avez perdu de la forêt ou pas. Voilà. En cas de reboisement, tout ça, vous pouvez suivre avec l'indice là. Et aussi, l'indice aussi permet d'étudier la sécheresse. Vous savez que nous sommes dans des zones où on est fortement menacé par la sécheresse. Donc, dès qu'on va remarquer une diminution de l'indice NDVI, cela peut nous indiquer soit un stress hydrique, le manque d'eau, voilà, ou bien, donc, c'est ce qui équivaut à la sécheresse. Maintenant, quelles sont les données qui sont nécessaires pour faire le calcul de cet indice qu'on appelle l'indice NDVI? Comme on vient de l'expliquer, pour calculer les NDVI, il suffit de disposer de la bande rouge et de la bande infrarouge. Voilà. Ces bandes-là aussi, on peut les avoir de plusieurs manières. Ce sont des données satellitaires. Par exemple, aussi, tu peux les avoir avec les données Sentinel-2. Maintenant, et on a déjà expliqué la formule en haut. On avait dit qu'on a besoin du rouge et de l'infrarouge. Quand vous avez les données Sentinel-2, le rouge correspond à la bande 4 et l'infrarouge correspond à la bande 8. Donc, vous allez faire le calcul avec ces deux bandes-là. Ça va être tout simplement la bande 8 moins la bande 4 divisé par la bande 8 plus la bande 4. Et vous allez avoir le résultat de l'indice NDV qui serait compris entre moins 1 et 1. Et si vous utilisez les données satellitaires Landsat 7, cette fois-ci, le rouge va correspondre à la bande 3 et l'infrarouge va correspondre à la bande 4. Donc, pour appliquer cela, vous allez faire aussi la bande 4 moins la bande 3 divisé par la bande 4 plus la bande 3. Mais si ce sont par exemple les données de Landsat 8, ou bien le Landsat 9, là, dans ces cas-là, le rouge va correspondre à la bande 4, comme dans le cas du Sentinel-2, mais l'infrarouge va correspondre à la bande 5. Et dans ce cas aussi, pour calculer l'indice NDVI, vous allez faire la différence de la bande 5 par la bande 4, divisé par la bande 5 plus la bande 4. Donc, c'est juste quelques exemples comme on utilise fréquemment ces bandes satellitaires, la Landsat 789 ou bien les Sentinel-2. Voilà. Maintenant, pour préparer les données aussi, c'est très facile. Mais avant le calcul quand même, il faut vérifier un certain nombre de choses. Assurez-vous que vos bandes-là ont la même projection. Voilà. Je prends un exemple, moi je suis dans la zone WGS 1984 ITM zone 29. Il faut que je m'assure que toutes les bandes que j'utilise ont cette même projection. Et aussi il faut que les bandes là aient la même résolution spatiale, couvrent la même surface géographique, même emprise géographique quoi. Et aussi une autre chose très importante, il faut que vraiment ces bandes là soient téléchargées ou bien acquis à la même date. Voilà. Pour ne pas présenter des différences. Donc ça c'est des points sur lesquels il ne faut pas s'amuser. Et une fois que vos bandes là répondent à ces critères là, vous pouvez maintenant les charger dans votre logiciel, QGIS, ArcGIS, peu importe. Et après ça, une fois que vous avez chargé les bandes, par exemple quelqu'un qui travaille avec les Sentinel-2 et qui utilise les données du niveau 2, qui ont déjà subi il a la correction atmosphérique, vous n'avez plus besoin d'apporter ces corrections. Vous pouvez directement ouvrir le raster calculator et procéder à votre calcul, comme on l'a déjà expliqué tout de suite. Automatiquement, vous allez avoir une image dont les valeurs vont aller de moins 1 à 1. Donc, comme on va faire toute une pratique là, ça va permettre quand même de comprendre, mais ces valeurs-là, il faut les interpréter, par exemple, de façon spécifique. Les valeurs négatives, ce sont généralement les zones couvertes d'eau, ou bien même des zones nuageuses, des zones d'ombre en quelque sorte. Maintenant, les valeurs de 0 à 0,1, on peut parler de roches, de sable, ou bien de sol nu, de 0,1 à 0,2.
Ça, il y a des cas où on parle de végétation extrêmement faible, mais de 0,2 à 0,4, on va dire une végétation faible. Mais généralement, quand on les utilise dans d'autres domaines, cette manière de classifier les indices, ça peut changer un peu. Au lieu de prendre végétation très faible et végétation faible, on peut les mettre ensemble. C'est-à-dire, au lieu de dire végétation très faible 0,1 à 0,2 et végétation faible 0,2 à 0,4, on peut dire simplement végétation faible 0,2 à 0,4 et végétation très faible. Là, on met par exemple au niveau des sols nus. Voilà. Donc, quand même, c'est des bornes à faire attention. Voilà. Maintenant, les valeurs, par exemple, de 0,4 à 0,6, généralement, ça, c'est des zones de végétation moyenne. 0,6 à 0,8, là, la végétation, elle est dense. Et au-delà de 0,8, on s'est dit que la végétation est extrêmement dense, très dense. Voilà. Maintenant, on peut aussi réduire ces classes-là parce que ça, c'est trop de classes. On prend les valeurs négatives comme l'eau, les valeurs entre 0 et 0,2 comme le sol nu, maintenant 0,2 à 0,4 comme la végétation faible, et 0,4 jusqu'à 0,6 comme la végétation moyenne, et au-delà de 0,6, là, on va prendre comme la végétation dense. Voilà. Et lorsque vous définissez vos classes, là, n'oubliez pas aussi de choisir des couleurs. Généralement, dans les domaines de la télédétection, on fait attention aux couleurs. L'eau, c'est généralement le bleu. Le sol nu, on peut prendre par exemple la couleur marron. La végétation faible, on peut prendre la couleur jaune. On sait que quand les plantes commencent à devenir vieilles, voilà, là, le comportement, quand une plante est vraiment en bonne santé, elle ne laisse pas passer la couleur verte. C'est pourquoi vous voyez que les plantes là, on dit la plante est verte. Mais quand la plante est vieille, là, ce n'est plus le cas. Le vert passe. Donc la plante là aura un peu une coloration jaune. Voilà. Donc quand une plante est tout simplement malade, on voit qu'elle apparaît jaune. Maintenant le vert clair là, ça c'est la végétation moyenne. Et le vert qui est très foncé, ça c'est la végétation dense. Une plante qui est en très bonne santé. Voilà. Donc voilà comment on peut utiliser l'indice NDVI. Mais il faut faire attention aussi parce que l'indice NDVI peut avoir aussi un certain nombre de limites. Oui. Quand les forêts sont très denses, l'indice a tendance à être saturé. Ou bien quand il y a l'humidité du sol, ça peut influencer votre indice. Et tout comme les nuages, ou bien les aérosols, ou bien surtout j'insiste sur ce dernier point. Si vous prenez par exemple les données sentinelles du niveau 1 qui n'ont pas subi de correction atmosphérique et que vous passez directement au calcul de l'indice, ça peut influencer votre indice. C'est pourquoi il est d'ailleurs très très recommandé d'utiliser les sentinelles 2, L2A, là, le niveau 2 là, qui ont déjà cette correction atmosphérique. Voilà. Et aussi d'utiliser les Landsat là, qui ont la référence L2SP. Ce sont des données aussi qui sont déjà corrigées atmosphériquement. Voilà. Et donc voilà comment l'indice là peut vous aider. Donc vous voyez que c'est vraiment un indice très important en télédétection. Et l'indice là permet de faire de la cartographie, cartographier comment le sol est occupé, quantifier et surtout surveiller l'état de la végétation. Donc son interprétation quand même n'est pas compliquée. Voilà, et on a vu déjà les différents types d'objets qu'il permet de différencier. Donc cet indice-là, vraiment aujourd'hui quand même, c'est devenu un outil essentiel dans un certain domaine, voilà, de la vie courante. Maintenant, on a fait la théorie, il faut qu'on passe à la pratique. Donc la vidéo